Désir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner ce mois-ci, Pascal Charrière, bonjour. Bonjour. Pascal, vous êtes directeur de l'économie locale à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on va parler de santé. L'économie de la santé. Voilà. Du mal-être de la santé, en tout cas de ce bruit qui court. Et puis il y aura la question de l'internaute. Voilà, sur le BRS, le bail réel solidaire. Notre rubrique Innovation déclare la guerre aux moustiques tigres. C'est de saison grâce à une start-up d'Innovalet et son application Zap, une solution collaborative ludique qui nous invite à tous nous mobiliser. Le logement, un pilier de notre économie, un peu à la peine ces derniers mois. Le secteur est confronté à de nombreux défis, notamment la transition écologique, un pari pour toute la filière des architectes concepteurs aux professionnels du bâtiment. Enfin, focus sur le groupe EDM à Saint-Jean-de-Moiran, un industriel qui produit des pièces métalliques. Il découpe, poinçonne, emboutit, plie ou grave. Sa stratégie de croissance externe lui a permis de doubler son chiffre d'affaires en 10 ans et EDM ne compte pas s'arrêter là. La santé, une filière économique de premier plan qui compte plus de 200 métiers différents, des milliers d'entreprises, des grands groupes, mais aussi des start-up innovantes. Quelques années après une crise sanitaire inédite, alors que le vieillissement de la population re-questionne aussi nos modèles. Comment se porte la santé ? Peut-être pas si bien, nous disiez-vous. On fait un petit point avec vous, Pascal. Oui, alors pas si bien, en effet, pas si bien. Alors d'abord, la santé, vous venez de le dire, c'est un écosystème qui est extrêmement complexe, qui est surtout très impactant, très représenté en France. Ça fait 1 360 000 professionnels de santé sur des sujets extrêmement divers. Le monde de la santé, c'est un champ qui va de la petite enfance au grand âge, des hôpitaux aux maisons de retraite, en passant par toutes les petites professions qui tournent autour de ça. C'est 60 milliards de volume d'activité dans ce pays. C'est essentiellement financé par l'argent public. Et donc, soit le financement des ARS dans les régions pour les hôpitaux, etc., mais également la sécurité sociale pour rembourser les frais de santé, sans oublier les mutuelles. Voilà, donc on a... Pour finir avec ces chiffres, on a 230 000 médecins généralistes en France. C'est un nombre qui baisse jusqu'à présent. Ça fait à peu près 154 généralistes pour 100 000 habitants, ce qui nous met un peu en dessous de la moyenne européenne. C'est des chiffres qu'il faut avoir en tête parce que finalement, on ne sait pas forcément toujours de quoi on parle. Donc une filière avec des acteurs très variés. Et quel est l'état des lieux du coup ? Alors, l'état des lieux de la santé, ce qu'on peut dire, c'est que la crise de la Covid a agi comme une espèce de révélateur, une espèce de micro-bombe qui a finalement fait ressortir un mal-être qui était assez profond, installé depuis des années, notamment auprès du personnel de santé. Il faut bien le dire que c'est là que réside le sujet. Qui supportait jusqu'alors beaucoup d'imperfections du système, beaucoup d'inconfort. Parce qu'ils étaient installés dans une habitude de service à la population. Et le Covid a bouleversé tout ça, a fait perdre beaucoup de repères, a cassé les habitudes. Et en définitive, on se rend compte que depuis cette crise, il y a un manque cruel de vocation qui s'est un peu installé et qui viennent s'ajouter en plus à des difficultés économiques qui sont apparues depuis le Covid, comme l'inflation, le renchérissement de tous les coûts. Notamment, qui sont de plus en plus difficilement financés par les hôpitaux publics notamment. Ça se ressent sur la santé économique de ces acteurs ? Alors oui, c'est très clairement le cas. On a eu, c'est heureux d'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui parce que les chiffres sont sortis il y a très peu de temps. À fin 2023, les résultats cumulés de l'ensemble de ces acteurs de la santé, c'est un déficit de 2,5 milliards d'euros.
Ce déficit a doublé entre 2022 et 2023. Et si on revient sur notre région Rhône-Alpes, il l'a fait x6. Voilà. Alors, on peut se demander pourquoi dans notre région c'est particulièrement plus grave. C'est simplement parce qu'on est une région qui est très lourdement installée dans la santé. On a énormément d'acteurs, on a beaucoup de monde déjà, et donc le poids économique de la santé sur Rhône-Alpes est beaucoup plus fort que dans d'autres régions. Donc c'est pour ça que chez nous c'est un peu plus fort aussi. Enfin, ça fait des chiffres qui sont quand même qui questionnent très clairement sur l'équilibre et sur les stratégies qu'il faudrait maintenant mettre en œuvre. Voilà. Précisément, quelles sont les perspectives ? Alors, les perspectives aujourd'hui, elles sont pas très lisibles. On souffre depuis beaucoup d'années maintenant d'un manque total de stratégie construite sur le long terme. Il y a quand même eu 5 ministres de la Santé en 2 ans, ce qui évidemment parle déjà de soi-même. Il n'y a pas eu de plan de réflexion sur la stratégie immobilière des hôpitaux depuis 2012, depuis le plan santé de 2012. Alors il y a eu quand même le Ségur de la santé il y a 2 ans de ça, extrêmement ambitieux, qui a produit des effets. On a injecté, alors là par contre je n'ai pas les chiffres, mais on a injecté beaucoup d'argent pour améliorer le fonctionnement, la rémunération des soignants. Mais tout ça, en définitive, a produit des effets qui sont insuffisants et qui surtout ne sont pas venus combler un petit peu le déficit de sens, le déficit de vocation des salariés, notamment dans les hôpitaux. Donc ça n'est pas une cautère sur une jambe de bois, il ne faut quand même pas dire ça. Il y a un certain nombre de situations qui se sont arrangées, mais très clairement, ça ne suffit pas aujourd'hui pour corriger un petit peu le système. Oui, voilà. J'entends bien la crise des vocations aggravée par le manque de moyens, le manque de reconnaissance. Bon, Pascal, on va quand même être un peu optimiste. Oui, absolument. Alors, il faut être optimiste. D'abord, l'État continue à accompagner le secteur et heureusement, on peut regretter qu'il ne fasse finalement qu'éteindre des incendies qui sont un peu allumés, etc. Et on regrette, mais c'est ce que je viens de dire, ce manque de stratégie à long terme aujourd'hui qui au-delà d'éteindre les incendies, ne permet pas de se projeter et de donner à nouveau envie de croire dans un modèle nouveau. Voilà, ça c'est le côté... il y a quand même un soutien du système et qui donc ne s'effondrera pas. Voilà. Et puis, pour finir, il y a quand même des points extrêmement encourageants dans le fait que le système se réinvente, innove en tant que tel, lui-même. Ce sont les acteurs qui, quelquefois, ont pris le relais de l'État pour inventer des choses nouvelles. On peut citer l'installation des maisons de santé, les consultations digitales, les innovations dans le parcours d'accompagnement des personnes âgées, il y a de très très belles initiatives pour porter tout ça. Il y a des réflexions qui ont été faites sur l'accueil dans les urgences des hôpitaux publics qui posaient problème et donc il y a là aussi des choses intéressantes. On continue à avoir de l'argent pour financer les innovations dans le domaine du médical. Donc tout ça, c'est des choses positives pour l'avenir. Et puis pour finir, on peut quand même dire que le déficit de médecins est quelque chose qui a été pris en compte, notamment par le Ségur de la santé, et que les projections qu'on fait avec le nombre de médecins qui sont en train d'être formés aujourd'hui, c'est qu'à partir de 2025, leur nombre qui ne faisait que décroître va se remettre à augmenter. Voilà. Et même de manière assez sensible. Donc ça, c'est une bonne chose. Quand on mesure, malgré tout, pour finir, le fait que dans le même temps, notre population vieillit de manière assez importante, on se dit qu'on aura bien besoin de tous ces praticiens et qu'on espère qu'ils choisiront d'être des médecins généralistes dans les territoires et pas tous des spécialistes en ville, parce qu'on en aura besoin de partout. Merci, voilà. Merci Pascal. Et effectivement, tous ces sujets sont majeurs. Vous le disiez, le vieillissement de la population est là. D'ici 2030, le nombre de Français de 75 à 84 ans va augmenter de 50%. L'innovation peut prendre bien des visages et les startups nous le prouvent chaque jour et dans chacune de nos émissions. Sur InnoValley, HCI Digital Service s'attaque au moustique tigre, un sujet de saison avec une solution basée sur la mobilisation collective. L'application MobileZap organise le combat en faisant en sorte que chacun de nous s'engage. On en parle avec Olivier Althusser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de HCI et Sandrine Carbonari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial de cette start-up HCI Digital System qui a créé donc cette application Zap contre le moustique tigre. L'union fait la force. Une application, alors vous préférez parler, vous, de dispositifs d'accompagnement, de mobilisation collective, Olivier?
Tout à fait. Alors, je rebondis sur les chiffres et les informations qu'on avait sur la santé. Et effectivement, il y a beaucoup d'innovations à faire. Et en premier lieu, typiquement, la prévention. C'est souvent beaucoup moins coûteux que le curatif. Et dans le monde des moustiques, on a effectivement beaucoup de solutions curatives qui sont proposées actuellement, soit des équipements, soit de temps en temps, même en termes de mobilisation, du porte-à-porte, qui paraît assez anachronique. Et il manquait une solution digitale qui permet d'engager. Et engager une population, c'est peu de le dire, il faut pouvoir le faire. Et notre application est composée sur trois principes essentiels. L'éducation, parce que quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, on risque d'oublier. Le passage à l'acte et surtout derrière, la capacité à impliquer son entourage. Un moustique tigre se déplace à pas plus de 100 mètres de son lieu de ponte. Donc si 80%, pendant un mois, tout le monde vide ses eaux stagnantes, vous avez 80% de nuisances en moins dans ce périmètre de 100 mètres. Alors, on va expliquer tout ça parce qu'effectivement, il faut comprendre comment vit un moustique tigre pour pouvoir l'éradiquer ou tenter de l'éradiquer. Simplement un mot sur cette application. En fait, elle est proposée aux collectivités, c'est bien ça, qui après la mettent à disposition de leurs habitants. C'est ça. Effectivement, donc les collectivités vont pouvoir donc offrir à leurs habitants l'outil ZAP, le dispositif qui va leur permettre en fait de passer d'un état passif à un état d'acteur et de pouvoir ne plus subir toutes ces nuisances, mais pouvoir être actifs et diminuer en fait et améliorer leur confort durant la période estivale. Alors vous le disiez Olivier, l'important c'est effectivement de pouvoir mobiliser les gens parce que les moustiques tigres, en gros, naissent et prospèrent chez les particuliers pour l'essentiel. C'est l'énorme différence que encore énormément de gens ne comprennent pas tout à fait. Il faut comprendre que sur les zones littorales et l'ensemble des anciens marécages, on s'est installé à la place des moustiques autochtones et on a appris à s'en prémunir de façon extrêmement professionnelle. Et on a énormément d'acteurs en France qui savent très très bien gérer les moustiques autochtones. Et ça n'est pas pareil pour le moustique tigre. Voilà, lui il est arrivé dans des pneus il y a 20 ans en France. Il se propage via les axes de circulation, donc c'est vraiment un acteur de la mondialisation. C'est une espèce invasive et elle se propage dans les zones où il n'a pas de prédateurs. Un moustique autochtone se développe dans un marais, le moustique tigre ne pond pas dans les marais parce que ses larves vont se faire manger tout simplement par les prédateurs. Dans un petit bouchon de bouteille, ça suffit pour que vous puissiez avoir des larves et une espèce invasive, elle a la capacité de se développer très vite. Un moustique, en un mois, c'est 1 million de moustiques. Oui, alors ça fait peur comme ça et on a déjà envie de se gratter. Donc il faut bien préciser, le moustique tigre, il se développe dans des toutes petites surfaces d'eau. 1 cm d'eau suffit. Un œuf met 7 jours seulement à éclore. Enfin, le cycle de vie est très très rapide. D'où l'intérêt d'agir aussi très rapidement. Agir très rapidement, à la fois en début de saison, parce que les œufs restent tout l'hiver dans ce qu'on appelle un état de diapause, et donc déjà nettoyer les endroits où ils peuvent être présents permet de retarder de façon assez forte l'arrivée des fortes nuisances. Et puis derrière, arriver à tous les jours être impliqué et impliquer ses voisins. Et c'est surtout ce sujet que la difficulté apparaît. Et on voit bien du coup l'intérêt de cette application qui vise à aider au bon comportement collectif, sensibiliser, fédérer, faire engager les habitants de façon ludique. De façon ludique, parce qu'aujourd'hui, quand on veut apprendre quelque chose sur le long terme, on l'apprend en s'amusant. Et on voit aujourd'hui dans le monde de l'éducation également ce virage vers des contenus pédagogiques et ludiques. Et donc c'est tout le pari qu'on a pris. Alors on voit la petite animation qui présente cette application Waze, Zap, et j'allais dire c'est une sorte de Waze du moustique tigre. Voilà, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur une commune colonisée,
tous les ans et en fonction de l'année, ce ne sont pas les mêmes quartiers qui sont impactés. Étant donné que l'homme a un très fort impact sur le moustique, si un quartier fait les bons gestes, il va y avoir beaucoup moins de nuisances. Et donc, comment la collectivité peut savoir où agir et comment elle peut réduire ses coûts justement de façon à être plus efficace, en ayant un indicateur. Et le Waze, c'est une façon d'indiquer son niveau de nuisance, et on est capable de produire des cartes de chaleur grâce à l'implication des habitants qui sont extrêmement précises et qui permettent à la commune de savoir où, quand et comment agir. Bon, alors il y a une forte attente des habitants, donc j'imagine que vous n'avez pas trop de mal à convaincre les communes. On en est où? Alors l'application est toute récente, la dernière version est arrivée en mai 2024, c'est la 3e version, après 2 ans de R&D, on va y revenir. Les premiers clients s'appellent... Domaine. Voilà, alors, les premiers clients, c'était le Fontanil et Saint-Jean-de-Moiran. Donc, nous ont rejoint effectivement Domaine, Alvar-les-Bains, Polyéna également, la Buisse. Donc, en fait, effectivement, ces communes-là ont compris, en fait, l'outil va leur permettre d'offrir à leurs habitants, comme je le disais tout à l'heure, le passage donc d'une situation subie à une situation où ils vont pouvoir contribuer à un bien-être au niveau de la commune. Oui, j'allais dire prendre le taureau par les cornes, mais... c'est ça. En fait, il y a aussi beaucoup, aujourd'hui, la commune d'Alvar me confiait également que sur, par exemple, la partie économique de la ville, vous avez de la restauration, et bien, effectivement, le chiffre d'affaires des restaurateurs était en baisse, puisque, en fait, les habitants, les clients partaient avant, même le dessert, parce que c'était impossible d'y rester. Alors, des grandes villes aussi, Toulouse, hier, oui, ont tout à fait. également adopté ZAP. Olivier, vous êtes un diplômé de Grenoble INP, j'allais dire spécialiste du comportement, parce que finalement, cette application, elle est basée sur le comportement collectif. Ce qui me passionne, c'est la conduite du changement dans tout type d'organisation. Et effectivement, cette histoire de moustique, c'est une occasion formidable de prendre ce prétexte pour aider des gens à bouger, à changer leurs habitudes et à se réimpliquer ensemble aussi. Parce que ce côté individualiste de la société, ce côté je ne parle plus à mes voisins, etc., c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et donc oui, on a conçu ce dispositif, et tout le sens de l'entreprise, c'est de se faire se reparler en groupe et d'agir ensemble sur des sujets d'actualité. Vous êtes entouré d'une équipe de spécialistes de sciences du comportement pour créer cette application. Je le disais, 2 ans de R&D, un chiffre d'affaires qui va accroître petit à petit, puisque les communes vont, j'imagine, être nombreuses à vous rejoindre. Tout à fait. On prévoit 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la fin de l'année. Et le recrutement de collaborateurs, 19 personnes imaginées d'ici 2027. Tout à fait, avec des docteurs en sciences de l'éducation, et puis ensuite tout ce qui permet d'accompagner les communes sur tous leurs besoins, puisque l'idée c'est vraiment d'adresser les populations avec toutes leurs spécificités. On ne travaille pas pareil avec une population très touristique, avec des enfants, avec des personnes âgées, etc. Et toute l'idée de cette digitalisation, c'est d'arriver à ultra personnaliser l'expérience. Alors là, on est sur une expérience consacrée au moustique tigre, mais on imagine qu'il peut y avoir bien d'autres applications. En fait, tout ce qui nécessite de remobiliser les gens, ou de les mobiliser tout court d'ailleurs, sur une cause commune, est valable. Moi, je pense typiquement à la gestion des déchets, à la gestion de l'eau, qui est un vrai sujet actuel sur lequel tout le monde est en train de commencer à réfléchir, mais de façon générale sur l'ensemble des causes environnementales sur lesquelles on sait très bien que c'est ensemble qu'on peut agir. Ça s'appelle ZAP, zap.fr. Et alors, je répète ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Si tous les habitants d'une zone de 100 mètres de rayon font la chasse aux eaux stagnantes, on peut réduire la population de moustiques tigres de 80% en 30 jours. On comprend bien la nécessité d'un comportement collectif. Merci infiniment. Merci Olivier, merci Sandrine d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations, donc le site internet zap avec 3z.fr.
Le bâtiment et en particulier la création de logements face à de nombreux défis, de la conception à l'entretien en passant par la construction ou la rénovation, sans oublier bien sûr le financement. Les professionnels doivent s'adapter à des contraintes de plus en plus pressantes. Comment transformer ces contraintes en opportunités? On en parle avec Stéphane Pollier. Bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes architecte, président de l'Office du BTP de l'Isère. Merci d'être avec nous. D'abord cet Office du BTP, quelques mots de présentation. D'abord, merci pour cette invitation. L'Office du BTP est un organisme paritaire qui regroupe les architectes et les membres de la Fédération du bâtiment. Nous sommes une émanation de la Fédération du bâtiment et nous avons un office dans tous les départements français qui ont pour vocation principale mettre en relation les architectes et les membres de la Fédération du bâtiment, donc les entreprises du bâtiment, que ce soit le bâtiment ou les travaux publics. Mais également, elle peut avoir une autre vocation de conciliation. L'Office de l'Isère n'a pas pris cette option en tant que président parce que ça aurait nécessité d'avoir parmi les effectifs, et alors que nous sommes que des bénévoles, des juristes et des avocats. Donc ce n'est pas le but de l'Office du département. L'Office du département, c'est de mettre en relation vraiment les acteurs du BTP avec les architectes. N'oublions pas que les architectes, souvent, ont une position prédominante, ils sont au sommet de la pyramide et ils doivent gérer les nombreux conflits que l'on peut avoir sur les chantiers entre entreprises, mais également avec les maîtres d'ouvrage. Et pour cette raison, l'office a été créé par la Fédération il y a maintenant de nombreuses années. Il y a un office général qui est basé à Paris et qui, entre guillemets, dispatche un certain nombre de départements. On est un département actif, mais pas sur la globalité de la structuration de l'Office. Bon, en tout cas, un intervenant essentiel de la filière. On va revenir sur le logement et les défis que j'évoquais. D'abord, un mot sur la conjoncture. On parle de mise en chantier de plus en plus timide, difficile. Effectivement, actuellement. Alors nous, comme je vous ai dit, on est souvent au sommet de la pyramide. Donc les informations, on commençait à les avoir déjà l'année dernière. Déjà l'année dernière, ça commençait à devenir compliqué, avec une mise en chantier qui commençait à décroître. La hausse des prix a fait que les taux d'intérêt ont aussi également augmenté, ce qui a finalement limité le développement, on va dire, des chantiers et puis des dépôts de permis de construire, même si pour les architectes, il y a toujours un grand nombre de permis de construire qui sont déposés, mais tout ça, il faut le prendre dans une conjoncture globale, que ce soit les banques, que ce soit les acquéreurs, la possibilité qu'ils puissent donc emprunter, mais également la volonté ou pas des élus à déclencher des chantiers. N'oublions pas que le bâtiment est assez large, hein, on parle de l'habitat, c'est le but de notre intervention aujourd'hui, et l'Office justement permet justement ces rencontres, et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui, parce que n'oublions pas qu'il y a 15 jours, nous avons fait notre journée annuelle de l'Office du BTP, où là, on avait pu organiser des forums avec des intervenants, qui nous a permis de voir et d'écouter les élus de différents agglomérations ou élus de communes ou du département ou de la région, nous mettre en avant justement sur le point de vue écologique, parce que le thème de cette année était bâtir une écologie raisonnée. Je fais un petit scoop, l'année prochaine, la journée de l'Office sera sur l'habitat. Ah, ben voilà. Voilà, donc le thème de l'année prochaine sera l'habitat. On va en parler un peu aujourd'hui. Hein. On va en parler un petit peu. C'est important. Le président de la Fédération du BTP en Isère estime que une situation aussi tendue n'était pas arrivée depuis une quinzaine d'années. Alors, pour le logement, effectivement, la situation est très très tendue actuellement. Les architectes qui travaillent sur le domaine du logement exclusif ont des grandes difficultés, y compris les entreprises qui font exclusivement du logement. Attention, le bâtiment, ce n'est pas que le logement. On a les travaux publics, avec là les finances de l'État pour les collectivités, les aménagements de voirie. Mais nous avons aussi dans le bâtiment d'autres spécialités, l'hospitalier, mais également tout ce qui est logistique, industrie, fonctionne encore beaucoup. Nous qui travaillons dans ce domaine-là, on dépose toujours des permis de construire, mais également tout ce qui est ludique, salle de jeu et autres activités de ce domaine marchent bien. Et puis, nous, on a aussi cette particularité dans mon cabinet d'architecte, c'est qu'on fait aussi de l'export et on a cette chance de pouvoir travailler sur l'étranger. Alors, on va parler de logement. Alors, j'entends bien que c'est qu'une partie de l'activité. Mais en matière de production de logement, on voit donc les défis économiques, vous venez de les évoquer. Il y a aussi les défis technologiques pour tenir compte de cette fameuse transition écologique, pour imaginer aussi l'habitat mieux adapté au vieillissement. On parlait tout à l'heure de la santé.
le logement, c'est le deuxième plus gros poste d'émissions après les transports en matière de gaz à effet de serre. Il y a un impératif, être plus vertueux. Oui, tout à fait. Alors, dans nos professions, on est quand même très cadré au niveau réglementaire. Hein. Les élus et nos députés rédigent des lois et nous devons les appliquer. Notamment, nous avons actuellement la RE 2020 sur lequel nous sommes tous obligés, que ce soit un peu moins dans l'industrie, un peu moins dans le tertiaire, mais beaucoup dans le logement. Et la rénovation, je pense que vous en ferez un petit peu part sur la notion de rénovation. Le BRS aussi, je sais que vous allez en discuter tout à l'heure. C'est important. Le logement dans ce domaine-là, on est, nous, en capacité de répondre aux enjeux. Il n'y a aucun problème. Les entreprises, et c'était très intéressant avec l'Office, c'est que les entreprises qui sont à la pointe dans ce domaine d'activité, des grands groupes grenoblois, ont fait des efforts considérables, hein, sans les citer, même si je vais vous les citer. Vicat qui est capable de faire un béton décarboné, la SAMC qui est en capacité maintenant de proposer des produits avec un rayon d'action qui reste tout à fait raisonnable d'un point de vue bilan carbone, et la mise en œuvre des matériaux. Là-dessus, je pense que les entreprises sont prêtes. La RE 2020, maintenant, ça fait quand même quelques années que nous la côtoyons, nous savons l'utiliser. Les architectes doivent bien évidemment faire quelques prouesses pour pouvoir répondre aux attentes des maîtres d'ouvrage. Hein. N'oublions pas que nous sommes toujours là pour répondre à une attente d'un maître d'ouvrage destiné à réaliser des logements pour des utilisateurs. Hein. Nous ne faisons pas des bâtiments que pour nous, nous faisons des bâtiments destinés à des gens qui vont y vivre et trouvons les solutions les plus adéquates. Parmi les défis dont on entend pas mal parler, c'est le réemploi, la réhabilitation de l'existant. Ça, j'imagine que pour un architecte, ça doit... Alors la filière, questionner. Tout à fait, je vous ai coupé, mais effectivement, la filière se crée de plus en plus sur le réemploi de matériaux et finalement avoir une deuxième vie. On connaissait le recyclage. Maintenant, on est passé, on va dire, à un recyclage un peu plus avancé. Parce que maintenant, on parle de réemploi, de telle manière à finalement faire moins supporter à la planète nos besoins, parce qu'il n'empêche que dans la construction, quoi qu'il en soit, la construction, nous devons avoir des matériaux de première, on va dire, de première nécessité, hein, que ce soit construire en bois, il faut une filière bois, construire en béton, il faut des cimenteries, il nous faut de l'acier, donc tout ça est à voir. On a une chance énorme, c'est que la région Rhône-Alpes est pour tout bien pourvue dans tout ce qui est filière bois. On a des massifs qui sont là, on a des scieries qui sont là, on a du ciment. L'acier est un peu différent, l'acier est souvent exporté. L'aluminium, la France, pour ce domaine, est quand même un leader mondial, hein, notamment dans le nord de la France. Et on sait, par exemple, recycler maintenant la quasi-totalité. La preuve, c'est que sur Grenoble, on a une grande déchetterie là, qui vient d'être toute reconstruite, qui nous permettra d'avoir un meilleur recyclage. C'est bien parce que vous nous dressez à l'ensemble de la filière, hein, et de ces filières annexes qui dépendent les unes des autres. Il y a un autre terme dont on parle beaucoup, c'est la réversibilité. Les bâtiments doivent pouvoir être évolutifs. Tout à fait. Alors, ça devient de plus en plus efficient dans le sens où nous avons, par exemple, un projet sur Pont-de-Clé. On nous a demandé de concevoir un parking qui pourra devenir plus tard des logements. Nous faisons une grande salle sur le grand bassin grenoblois qui est à un usage pour l'instant donné, ludique, mais qui demain pourra être autre chose. On nous demande aussi dans les logements d'avoir des logements finalement qui puissent prendre en compte une mutation de l'usage du logement, c'est-à-dire pouvoir accueillir des personnes âgées, chose qu'on le faisait naturellement il y a peut-être 70 ans ou 80 ans. Et bien là, l'évolution de la société va, je pense, tendre vers ce type de nouvel habitat. Et là-dessus, les promoteurs ou les bailleurs sociaux sont vraiment mobilisés. Et nous, maintenant, on propose même des résidences, quelques logements seniors, notamment avec des BRS, dans lesquels on puisse, dans un ensemble de logements, notamment sur le Fontanil, où on pourra avoir quelques logements dédiés uniquement aux seniors. Allez, dernière question, parce que il y a aussi un enjeu d'utilisation des sols, du foncier. On doit être de plus en plus sobre en matière d'utilisation de foncier. Le foncier est de plus en plus rare, il est de plus en plus cher. Comment est-ce qu'on construit toujours plus sur moins de surface ? Alors là, je vais être un peu partisan. Et je sais, Vous pouvez. en tant que maire d'une commune, moi je suis partisan pour l'élévation.
C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment arrêter de s'étaler. Donc il faut construire plus haut. Il faut construire plus haut, mais en maîtrisant la densité, c'est-à-dire proposer un coefficient d'emprise au sol faible qui permet de monter et offrir au niveau du sol finalement un paysage certes urbain, mais très paysager. Moi, je prends toujours l'exemple des 3 tours de l'île Verte. C'est quand même 600 logements, on ne se rend pas compte, mais au sol, c'est totalement vert. Vous ne voyez pas une voiture. Et je pense que faire des projets, et notamment des zones, des OAP, avec des Zone ensembles... d'aménagement programmé. Tout à fait, des zones d'aménagement programmées, où on pourrait, à ce moment-là, définir des hauteurs un peu plus grandes. Et il y a des communes sur la métro, où on fait un programme sur JR, où on est en R+7, avec des espaces au sol beaucoup plus vertes. Et moi, je pense que c'est quand même plus intéressant, et on concentre une densité d'habitation sur un seul et même lieu, et économiquement, c'est quand même beaucoup plus rentable que de rester sur une ville en R+3. Mais ce n'est que mon avis personnel d'architecte. Des vrais défis à venir pour votre métier, votre filière. Stéphane Pollier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Merci de votre invitation. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, une question de Mireille qui veut avoir des précisions sur ce fameux BRS dont on a parlé, ce bail réel solidaire. Voilà. Alors oui, le bail réel solidaire, c'est une innovation. En fait, une innovation juridique et réglementaire correspond à apporter une solution pour arriver à continuer à offrir du logement avec des coûts modérés, donc des loyers modérés, dans des zones extrêmement tendues. Et il se trouve que dans la région, il y a beaucoup de zones tendues, le Pays de Gex, Grenoble, Lyon évidemment, dans lesquelles le foncier est devenu extrêmement cher. Et si vous y ajoutez les taux d'intérêt qui ont pas mal augmenté ces dernières années, on se rend compte qu'il y a une sorte de croisement qui fait que de moins en moins de gens et de moins en moins d'organismes qui construisent notamment du logement social peuvent arriver à sortir des programmes qui rentrent encore dans les coûts du logement social. Alors on a inventé le bail réel solidaire, qui est en fait une dissociation entre le sol, le foncier, et un droit d'occupation du bâti qu'on va mettre au-dessus. Le foncier reste propriété, on va dire, de la collectivité ou d'un organisme foncier. Et on démembre simplement la construction qui est dessus, ce qui fait que lorsque vous accédez à un BRS, vous n'achetez que la partie construite, et donc évidemment, le coût est beaucoup moins cher. Mais vous l'achetez quand même, c'est-à-dire que juridiquement, vous en êtes propriétaire, vous faites un crédit, qui est pour le coup un crédit également PLS, réglementé dans le logement social. Et vous allez progressivement devenir propriétaire, mais de cette partie uniquement de construction au-dessus du foncier. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez devenir propriétaire, vous pouvez revendre ce bien, ce droit, ces propriétés du construit à un prochain propriétaire, récupérer votre capital et aller ensuite s'installer ailleurs. Pour les communes, l'avantage, c'est qu'elles gardent une maîtrise du foncier à terme. Ça contribue, pour les épargnants, en fait, à pouvoir, en remboursant ce crédit, se constituer malgré tout une épargne. C'est un système malin. Il a mis un peu de temps à s'installer. Il existe depuis 2020. Mais il est en train de prendre beaucoup d'ampleur, notamment dans les villes où ça devient extrêmement difficile de construire avec des normes raisonnables pour les occupants. Et on en trouve régulièrement ici dans notre agglomération, effectivement. Merci, merci Pascal. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Chaque année, 2000 tonnes de métal quittent les ateliers du groupe EDM à Saint-Jean-de-Moiran après avoir été usiné. Sa spécialité, la transformation à plat, après découpe, repoussage, pliage, emboutissage. Des savoir-faire qui nécessitent évidemment de la recherche, du développement et aussi des investissements, notamment dans un impressionnant parc outils. On en parle avec Éric Marciano. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être sur notre plateau, président de ce groupe EDM. EDM pour Emboutissage du Mail, une entreprise qui est née à Voiron dans les années 30. C'est ça. Qui a beaucoup évolué. Vous en avez pris la direction en 2013. Exactement. Rachat, puis rachat aussi de Sauducy avec une fusion. C'était conjoint. Oui. C'est ça. Expliquez-moi un peu l'historique. Alors l'historique... Votre arrivée à la tête de cette entreprise. Un peu, hein.
un peu un hasard de la vie qui fait que j'étais financier auparavant et je suis passé de l'autre côté de la barrière. Voilà, d'investisseur à entrepreneur. Exactement. On a l'habitude d'investir. Je travaillais dans une société lyonnaise. On avait l'habitude d'investir dans des sociétés industrielles. Et puis, je me passionnais en fait pour tout ce qui était industrie, sachant que j'ai pas du tout de formation d'ingénieur au départ. Moi, je suis un financier bête et méchant. Enfin, je l'étais du moins. Et puis un jour, j'ai décidé de sauter le pas. Donc ça, c'était toute fin 2012. Donc toute fin 2012, nous avons racheté avec des co-investisseurs à l'époque, et un important qui est toujours d'ailleurs mon plus gros co-actionnaire, qui est le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, Grenoble. Voilà, donc c'est l'histoire, avec l'aide de la Caisse d'épargne aussi à l'époque, qui nous a beaucoup aidés et qui continue à nous aider. Donc la première société qui était en boutissage du Mail, qui avait été montée par M. Parandel à Voiron. Le nom vient de la rue dans laquelle l'entreprise à l'époque était installée, qui était rue du Mail, en plein centre. D'accord. Et puis parallèlement, la famille Parandel, à la fin des années 70, avait monté aussi la société Sedusi, qui était un petit peu une entreprise annexe de délestage un petit peu pour les différents projets qui étaient développés par l'emboutissage du Mail. Et puis nous sommes arrivés fin 2012, on a repris ces deux entreprises conjointement. Une est toujours domiciliée à Saint-Jean-de-Moiran, la zone de la Patinière, et Sedusi était à l'époque domicilié en Haute-Voiron à Lagnola. Et nous avons fusionné, donc on a déménagé les activités de Sedusi en 2014. 14, c'est ça. Et elles ont fusionné en 2014-2015. Tout le monde est sur le même site aujourd'hui. Tout le monde est sur le même site. On va essayer de développer un peu ce métier parce que je le disais, pliage, emboutissage, poinçonnage, ça parle peut-être pas à tout le monde. Votre métier, c'est la production de pièces métalliques par transformation de métal à plat. Alors on voit quelques images qui illustrent parfaitement tout ça. C'est un savoir-faire quand même très, très particulier, très spécifique. Oui, c'est un savoir particulier spécifique. Donc alors c'est un métier assez ancien, où il n'y a pas de bouleversement technologique, pas de bouleversement technique, mais la part de savoir-faire devient de plus en plus importante. Et c'est la raison pour laquelle, il y a maintenant 3 ans, on a formalisé un pôle recherche et développement. Donc on a recruté des compétences complémentaires qu'on n'avait pas auparavant, de manière à travailler beaucoup plus en amont sur des projets qui sont de plus en plus complexes et beaucoup plus techniques, qui nous sont demandés par nos clients ou par nos prospects. Alors c'est important parce que ça représente quand même 13% de la masse salariale, oui. La recherche et le développement. Quelques chiffres pour bien qu'on comprenne l'ampleur de l'entreprise. 2000 tonnes de métal transformé chaque année, une quarantaine de palettes expédiées chaque jour. C'est ça, exactement. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors qui sont les clients, qu'on comprenne ? Alors c'est... Tout secteur d'activité déjà. Tout secteur d'activité confondu. C'est tous les... Alors la plupart de nos clients sont des ensembliers. C'est-à-dire qu'ils assemblent des éléments qui viennent de différents fournisseurs, dont des pièces métalliques, qui sont généralement, en ce qui nous concerne, des pièces de fonction, très généralement. Donc, par exemple dans l'automobile. Par exemple dans l'automobile. L'automobile est un bon exemple, même si nous travaillons très très peu pour l'automobile. C'est un choix stratégique. Voilà, alors un peu plus dans l'aéronautique, pour le spatial, j'ai vu aussi. On travaille pour le spatial, pour l'aéronautique, un petit peu pour l'automobile, pour alors l'électromécanique, ça c'est la présence historique anciennement Merlin-Gérin, maintenant Schneider Electric, puisqu'aujourd'hui nous livrons plus de 40 usines de Schneider Electric partout dans le monde, y compris en Indonésie. Donc des pays un peu exotiques, et puis des gens comme le groupe Thales, comme le groupe Safran, des équipementiers divers et variés, et puis des sociétés beaucoup plus locales qui font, par exemple, je prends Portalp, qui fait de la porte, voilà. Donc tout système qui va nécessiter à l'intérieur d'avoir une pièce de fonction qui est issue de nos technologies de transformation. Donc on part d'une tôle et on va appliquer par divers procédés des actions sur ces tôles qui vont faire des pièces qui vont être mises en forme, pliées. On va regarder le reportage et on va bien comprendre, mais juste avant, quand même, il y a un client qui m'a interpellé. Une entreprise du luxe. Absolument. Pour travailler dans de la bagagerie. Ça, c'est quand même assez nouveau. Oui, c'est un projet qui nous a été confié Alors, c'est via notre filiale en région parisienne Chimique Métal, qui travaillait déjà pour cet immense acteur du luxe, puisque c'est le plus grand acteur mondial du luxe, et qui nous a confié un projet. Un grand spécialiste de la bagagerie, tout le monde a compris. Voilà, mais je n'ai pas le droit de le citer. On n'a pas le droit de le dire. Et on fait quoi ? On fait de la découpe, c'est ça ? Alors, on a des projets multiples en fait, avec ce client, donc avec le groupe en général, mais ce client en particulier, qui est la plus grosse maison du groupe. On a commencé par ce qu'on appelle le bagage rigide. Dans le bagage rigide, on fait des opérations de gravure. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir grignoter une partie du métal pour faire un relief
voilà, pour imprimer les monogrammes et les logos. Donc ça, c'est fait dans une filiale parisienne, dans une filiale en région parisienne, plus exactement, à Fresnes, chez Chimique Métal, société qu'on a rachetée en 2017. Et puis ensuite, il y a un parachèvement qui est fait dans nos ateliers ici à Saint-Jean-de-Moiran. Allez Eric, on va comprendre EDM, un groupe qui se base sur plusieurs entités, vous venez de le dire, pour élargir son offre, pour organiser des synergies avec une stratégie de croissance externe qui a doublé son chiffre d'affaires en une dizaine d'années. On va découvrir vos ateliers avec ce reportage de Mirko Pesci. 3 filiales pour une expertise, la transformation du métal à plat. Le groupe EDM, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Moiran, est spécialisé dans la conception de pièces en métal pour l'industrie. Fondé en 1938, le groupe a grandi autour de sociétés du bassin grenoblois. Il commercialise aujourd'hui des pièces pour le secteur spatial, le luxe ou encore les jouets. La typologie de pièces que l'on va pouvoir travailler, ça va aller de tout type de matériaux, de l'acier, de l'aluminium, des cuivreux, d'épaisseur allant de 5 microns à 15 mm. Donc ça laisse un scope très important, donc on peut avoir aussi bien de la pièce très, très fine qui va être plutôt destinée à des secteurs de pointe, comme la pièce un peu plus massive qui va être là plutôt autour des pièces de structure, autour sur des lits médicalisés ou des structures de ce type-là. Chez EDM, 2000 tonnes de métal sont transformées chaque année. Pour les confectionner, le groupe s'est doté d'un pôle recherche et développement pour trouver de nouvelles solutions toujours plus techniques. Et pour contrôler toute la chaîne de production, l'entreprise construit aussi ses propres outils. Donc ça nous permet d'être totalement indépendants sur les solutions qu'on apporte à nos clients. On résout les problèmes beaucoup plus rapidement. On va utiliser du coup par exemple des pièces imprimées en 3D pour faire des essais avant d'utiliser des matériaux un petit peu coûteux. Donc par exemple de l'acier, des fois on a de l'acier trempé ou différentes gammes de matériaux. Imprimante 3D, stockage ou production automatique, l'entreprise a investi 2 millions d'euros dans de nouvelles solutions en 2023. Mais c'est aussi dans l'environnement de travail qu'EDM innove. On a une télé devant l'entrée où on a juste à prendre un petit clavier, à noter les problèmes. Et après, il y a des SRP. Donc c'est des petites réunions qu'on fait en petit comité avec les chefs d'équipe pour vraiment parler des problèmes et ce qu'on peut apporter comme solution. Donc ce qui est plutôt pas mal. C'est vraiment un bonus et un plus. Aujourd'hui, le groupe emploie 110 salariés et vend ses pièces à plus de 400 clients nationaux et internationaux. En 2023, EDM a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros. Bon, avec un objectif de croissance un peu plus important encore, hein, vous êtes ambitieux. Objectif de chiffre d'affaires. Oui, ambitieux, oui. Bah oui. C'est une saine maladie. Objectif de chiffre d'affaires 50 millions en 2026. Oui, essentiel. Alors, un petit peu par croissance organique. Alors, on travaille aujourd'hui sur beaucoup. On a, assez paradoxalement, malgré une période qui est un petit peu compliquée, alors, on a connu un ralentissement pas très marqué, mais un peu latent depuis l'été dernier. Donc, ce qui fait que ce que nous, on appelle le récurrent, nos pièces, la durée de vie de nos productions, elle dure beaucoup, très, très, très longtemps. Il y a certaines pièces qu'on fabrique depuis plus de 50 ans. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le récurrent. Donc, l'activité s'était un peu tassée depuis l'été dernier, mais on a malgré tout ça la résurgence d'énormément de projets de la part de gros clients, de gros donneurs d'ordre. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas. Beaucoup de projets dans l'armement. Beaucoup de projets dans le spatial, dans l'aéronautique, donc ça c'est un peu plus réjouissant. Et puis beaucoup de projets aussi qui sont liés au domaine du ferroviaire, qui connaît un gros développement actuellement. Donc nos équipes, notamment R&D, sont en train de travailler sur, je prends un exemple pour un très grand groupe qui investit et dans la défense, dans le spatial, dans les télécommunications, etc., dans l'armement. Aujourd'hui, je crois qu'on gère 12 projets conjointement, qui aboutissent tous les uns après les autres. C'est incroyable, et c'est chez nous ici à Saint-Jean-de-Moiran. Hein. Et puis il y a aussi la croissance externe qui est un levier de croissance important. Alors en 2017, acquisition de Chimique Métal dont vous avez parlé, acquisition en 2022 d'un des concurrents de votre entreprise, DEP Industrie. Là c'est une entreprise iséroise de Saint-Victor de Cessieux. Nord-Isère. Et puis en février 2024, vous êtes entré au capital d'Arnano. J'aimerais qu'on en dise 2 mots parce que pour le coup, là, c'est une autre activité qui se profile, la microgravure microscopique. Nanoscopique. D'où le nom Arnano. Grâce à des technologies qui sont issues de la microélectronique, donc on est là sur de l'infiniment petit. On est dans l'infiniment petit. Qu'est-ce qu'on fait avec cette entreprise ? Alors, petite histoire d'Arnano. Donc, le dirigeant et fondateur Alain Ray, d'où le nom Alain Ray Nano.
c'est une société qui est une émanation du CEA, c'est un spin-off du CEA Leti. Et Alain Rey, en fait, s'est inspiré des techniques et des technologies qui étaient liées à la nanotechnologie, et notamment dans tout ce qui est utilisé chez ST Micro, chez Soitec, etc. Et en fait, il a dupliquer ces technologies à d'autres applications que leurs applications originelles. C'est un phénomène qu'on a connu aussi avec Chimique Metal, parce que Chimique Metal fait de la découpe et de la gravure chimique. La technologie est une technologie qui est dérivée de ce qui était mis en œuvre dans les cartes électroniques. On découpe les bandes de cuivre par ce procédé-là, et en fait, on s'est servi de technologie à d'autres applications. Et donc, Arnano fait exactement la même chose avec les technologies qui ont été développées, mises en œuvre en CEA pour pas les microprocesseurs, voilà. Oui, les puces, etc. Les puces électroniques, voilà, exactement. On est quand même très loin, de l'emboutissage et du pliage. Alors, on est très loin de l'emboutissage et du pliage, mais par contre, on est très proche de la gravure. Donc, chez Chimique Metal, on fait de la gravure pas à l'échelle microscopique, même si la plus petite pièce que l'on fabrique dans le groupe, qui est faite chez Chimique Metal, qui a une application très particulière dans le domaine de la défense, elle fait 0,6 mm de long par 0,3 mm de large et 0,15 mm d'épais. Donc c'est une tête d'épingle, même pas. Donc là, on va encore dans le plus petit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie innovante. Alors les applications sont multiples et nombreuses. Pour l'instant, on ne les connaît pas toutes. Donc nous, on commence à véhiculer cette technologie auprès de nos clients qui se montrent assez intéressés. Alors ça va être, pour le luxe, ils sont très intéressés parce que ça met en œuvre des technologies qui sont capables d'identifier les produits de manière certaine. Vous imaginez le luxe qui va les intéresser et qui vont leur permettre de lutter contre la contrefaçon. Et là, de manière incopiable, inaltérable. Éric Marciano, ce qui est intéressant dans cette politique de croissance externe, c'est effectivement qu'on voit bien qu'avec ces rachats, avec ces prises de participation, vous cherchez à élargir l'offre de services de l'entreprise. C'est exactement ça. C'est exactement à créer des synergies. Exactement ça, on crée des synergies. Et aujourd'hui, la plupart de nos clients, de nos gros clients, nos gros donneurs d'ordre, nous demandent en fait de développer encore des technologies parce qu'en fait, ils s'appuient sur nous, ils s'appuient sur nos compétences, sur nos connaissances, sur nos ressources. Et ils nous disent, globalement, cette technologie, vous ne la mettez pas encore en œuvre dans votre groupe. Et il serait intéressant que vous puissiez la mettre en œuvre. Donc, alors, l'effet d'expérience, on pourrait créer des sociétés de toutes pièces, mais ce sont des créations qui sont très capitalistiques, généralement. C'est vrai que les équipements coûtent très cher. Si je prends l'exemple d'Arnaud, par exemple, le parc machine a une valeur inestimable. Et donc, en faisant de la croissance externe, on supprime bien évidemment cet effet d'expérience. Et puis, on a accès tout de suite à la technologie dans laquelle on va vouloir investir. Donc, actuellement, on a entre 2 et 3 projets d'acquisition en cours qui, logiquement, devraient déboucler dans les mois qui viennent sur des technologies que nous ne mettons pas encore en œuvre dans notre groupe, qu'on connaît bien, qu'on maîtrise et que nos clients nous demandent de mettre en œuvre. Donc voilà, c'est un peu la stratégie Donc moi, j'avais l'idée d'élargir notre palette technologique, on a beaucoup élargi, et d'élargir encore plus. Et nos clients, en fait, nous demandent de le faire et nous poussent à le faire. Alors, c'est pas pour autant qu'ils mettent la main qu'ils participent à la corbeille de la mariée, mais quelque part, ils y participeront plus tard. Bon, on ne vous demandera pas d'être plus précis sur les projets d'acquisition externe. En revanche, j'ai bien entendu effectivement cette nécessité d'équilibrer entre la croissance organique et la croissance externe de façon à pouvoir avancer aussi avec les entreprises historiques. Exactement. Donc, après, ça génère énormément de synergies. Et puis la taille du groupe aujourd'hui fait que sur certains secteurs d'activité, pour certaines technologies, les sociétés sont trop petites pour travailler avec des grands groupes. Le taux d'implication de ces grands groupes dans ces entreprises-là est beaucoup trop important. Donc ils sont obligés de limiter par nature leur taux d'implication pour ne pas les mettre en danger, si jamais il se passait quoi que ce soit. Et le fait de travailler pour un groupe comme le nôtre, qui avoisine aujourd'hui des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un caractère très rassurant. Et donc c'est vrai que les marchés qui peuvent nous être confiés sont beaucoup plus importants que si on était une petite structure. Donc ça favorise un peu la réflexion stratégique quant à la croissance externe. Pascal, une stratégie qui est bien établie, une entreprise qui a été reprise il y a une dizaine d'années, on va dire une douzaine d'années, c'est plutôt bien pensé tout ça, l'équilibre, croissance organique, croissance externe. Oui, moi j'adore écouter ce genre d'histoire. Effectivement, c'est une stratégie qui est absolument gagnante. Je trouve ça très satisfaisant de vous écouter parce qu'on voit extrêmement bien on prend appui sur quelque chose d'installé, on a des opportunités, des clients qui demandent des choses. Vous êtes dans l'innovation, dans les choses finalement très très techniques en partant d'un métier qui est lui très ancien. Moi je trouve ça génial, absolument génial. J'avais une question qui me venait avec ces croissances à la fois endogènes par l'augmentation de votre chiffre et puis les croissances externes. Comment est-ce qu'on arrive à gérer les besoins de personnel que vous devez avoir ?
Et est-ce que vous arrivez d'une société à l'autre, elles ont l'air d'être assez spécialisées, par exemple, à créer des gens qui peuvent passer d'une société à l'autre, qu'on peut former pour faire peut-être, pour rendre tout ça peut-être un petit peu plus solide? Très bonne question. Très bonne question. Alors d'abord, il y a quelque temps, on a restructuré complètement le groupe, puisque la structure de telle qui s'appelle Groupe EDM, en fait, est une holding animatrice, mais dans laquelle sont logés tous les services support. C'est un schéma qu'on retrouve habituellement dans les groupes assez structurés. Donc quand on parle de service support et de la direction, bien évidemment, le service RH, puisque au niveau RH, tout est fait en interne, la comptabilité finance, les achats sont tous mutualisés au niveau de la holding. Il faut avoir trouvé le développement commercial et notre responsable QHSE, qui ont fait déployer tout ce qui concerne la norme, la mise en œuvre des normes, etc., au niveau du groupe. Et la politique RH, du coup, pour répondre à la question, il y a des recrutements qui sont en vue? Alors, oui. Alors, on a recruté. Alors, depuis le début de l'année, au niveau du groupe, je parle sous le contrôle de ma collaboratrice Laurie, qui n'est pas très loin, mais je crois qu'on a dû recruter entre 10 et 12 personnes. Assez facilement, pour dire la vérité. Donc, parce que je pense que la marque employeur aujourd'hui est plutôt bien structurée, l'histoire, les conditions de travail, les rémunérations qui font que les gens sont plutôt satisfaits. Donc on n'a pas eu trop de mal en fait à renouveler une certaine partie de la population et de mal recruter. Et alors après de la structuration, aujourd'hui on a beaucoup de passerelles en fait entre nos filiales opérationnelles qui elles ne s'occupent que de la partie opérationnelle. Donc ce que l'on demande à nos directeurs de filiales, c'est de s'occuper d'être opérationnel et le reste, le groupe s'en occupe. En appui, donc en appui support, en appui technique sur un certain sujet, le pôle R&D, lui, n'est pas strictement mutualisé au niveau de la holding, mais il y a énormément de passerelles qui fait que sur beaucoup de projets transverses qu'on a maintenant à gérer, si je prends, on parlait du domaine du luxe, le domaine du luxe, on fait travailler quasiment les 3 sociétés du groupe. Le groupe EDM. Donc, on développe ces synergies. Et aujourd'hui, on a l'habitude en fait, de mettre ça en place. C'est-à-dire qu'on n'a aucune difficulté à intégrer une nouvelle structure dans le groupe, parce que tout est huilé et tout est organisé. Donc ça, c'est extrêmement important. On a bien compris que vous étiez prêts. On est prêts, oui. Oui, on a bien compris. Bon, merci beaucoup. EDM, c'est à Saint-Jean-de-Moirans. Merci infiniment, Éric Marciano, d'être venu nous présenter ce groupe. Merci, Pascal Charrière. Heureux d'avoir fait votre connaissance. C'était un plaisir. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet. Télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Norisère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.